Je m'appelle Marie-Lou Villeneuve et je suis directrice générale du Centre de solidarité internationale Corcovado depuis 2009. Puis dans la vie aussi, j'ai plusieurs cordes à mon arc. J'enseigne l'espagnol, puis aussi je suis propriétaire de ma compagnie de tourisme responsable, Pachamama. Alors, moi, je suis originaire d'Évin, petit village à côté de Rouyn-Noranda. Et puis, c'est au secondaire que j'ai eu l'opportunité, en fait, de m'ouvrir vraiment plus sur le monde parce que c'était en 99 que l'école a lancé un tout nouveau projet de stage à l'étranger pendant 2 semaines au Pérou. J'avais 16 ans quand je suis partie et ça a vraiment été, wow, une découverte intense, une langue qu'on avait à peine eu quelques cours avant de partir en espagnol. Puis c'est vraiment une fois que j'ai été sur le terrain, que j'ai eu ce constat-là qui est venu me frapper. Puis j'ai vécu en fait une frustration aussi, puis une envie de faire quelque chose. De me dire une indignation, hein, c'est ça le mot. J'ai vraiment été indignée de voir à quel point il y a des gens qui ne sont pas nés à la bonne place. Parce qu'il n'y a aucune raison pourquoi une petite fille de 3 ans doit porter son frère sur le dos puis aider sa mère à vendre des petits cossins sur la place principale. Et c'est à l'université aussi que j'ai découvert tout le monde, tout le milieu de la coopération internationale, vraiment spécifiquement, en m'impliquant avec un organisme qui s'appelle Développement et Paix. Et avec cette organisation-là, j'ai eu l'occasion d'aller au Sénégal 3 semaines pour rencontrer des partenaires, comprendre le travail d'un organisme de coopération internationale, sa relation avec des partenaires terrains, les populations, leur implication à elles dans la prise en charge de leurs propres projets finalement financés par l'organisme. Fait que j'ai compris pas mal les mécanismes qui fait qu'on revient puis on veut continuer à s'impliquer. En 2009, une amie m'a mis en contact avec les gens de Corcovado qui commençaient à vouloir engager quelqu'un et non plus être un organisme seulement bénévole. Et j'ai pu rentrer dans le giron de Corcovado à ce moment-là. Je ne pensais jamais en fait revenir travailler dans ce domaine-là dans ma région natale parce qu'on pense à la coopération internationale, on pense au grand centre du Québec, puis finalement, bien, on peut le faire directement d'ici. Alors, Corcovado a vu le jour en 1984 et puis c'est parti en fait d'une belle idée, d'une belle et grande volonté d'une religieuse, sœur Muriel Fortin, qui voulait, qui était déjà allée au Brésil, qui était revenue et qui voulait retourner pour créer une communauté là-bas dans le but d'avoir d'autres religieuses qui pourraient l'aider à monter différents projets pour aider différentes communautés. Et elle s'est finalement installée là, dans le nord du pays, à Salvador de Bahia. Alors, ça a commencé comme ça, ici, avec la paroisse Immaculée Conception. Ils ont créé un genre de jumelage de communautés et ils ramassaient des fonds, faisaient des collectes et tout ça pour les projets de sœur Muriel Fortin au Brésil, donc dans les années 80, là, à partir de 84. Et c'est joint à Muriel un monsieur, Joseph Dallaire, qui était très connu ici de la communauté, très impliqué et qui a décidé qu'il voulait lui aussi embarquer dans ce projet-là pour aider à financer tous les projets que sœur Muriel et les autres religieuses de la communauté au Brésil étaient en train de monter. Alors, ils ont créé un groupe de bénévoles qui s'est appelé Mission Partage, un groupe informel, qui ont eu pignon sur rue à Rouen pour réparer, rénover et revendre des meubles usagés, différents objets, des livres, bon, de la vaisselle et tout ça. Et ils ont quand même roulé assez bien pendant plusieurs années. Ça fait en sorte que Corcovado a pu développer avec Muriel là, plusieurs projets. Il y a eu une clinique gériatrique, pédiatrique, école secondaire, école primaire, différents ateliers pour les enfants aussi, au niveau de la musique, au niveau du développement de l'enfant, un peu prématernel, tout ça. Bref, il y a eu beaucoup de projets qui ont été mis sur pied. Et puis, c'est ça, donc ça a duré quand même pendant de nombreuses années. Et je vous dirais, le nom Corcovado a changé là, 3 fois pendant son existence jusqu'à maintenant. Au départ, ça s'appelait Alliance Corcovado.
Ensuite, Alliance internationale Corcovado. Et à quelque part dans les années 2000, ils ont changé ça pour Centre de solidarité internationale Corcovado. Et c'est au même moment où l'organisation a décidé de faire partie de l'Association québécoise des organismes de coopération internationale. Et les gens, là, les gens du CA en place à ce moment-là, bien, ils voyaient qu'il y avait d'autres CSI, d'autres centres de solidarité internationale au Québec. Et je pense un peu pour ça qu'ils ont décidé de changer l'appellation pour se coller un petit peu à ce qui se faisait au Québec, même si on est tous indépendants puis autonomes, on fait partie d'un même réseau. Et puis, à partir de là, c'est à peu près dans les mêmes années, 2006-2007 à peu près, que les ventes de missions partage baissaient beaucoup. Il manquait de relève un petit peu bénévole aussi, ça allait un petit peu moins bien à ce niveau-là. Et là, ils ont dit, il faudrait se trouver un autre moyen de financement. Et ils ont décidé de mettre sur pied une librairie d'occasion. Donc, ça a commencé de rien. Ils ont trouvé un petit local, un sous-sol minuscule, où quelques amis venaient porter des boîtes de livres. Et là, ça a commencé à faire boule de neige, les gens commençaient à connaître ça. Et ça a été effectivement un très bon créneau parce qu'il n'y en avait pas tant de librairies bien organisées, comme une librairie en fait, mais avec des livres d'occasion à très petit prix. Fait qu'on est rentré dans un créneau, on était quasiment unique dans le coin. Et puis finalement, c'est en 2011 qu'on a décidé pas sans crainte et non sans peur, mais de déménager dans un local, je ne sais pas moi, 3-4 fois plus grand pour installer vraiment et développer le volet librairie pour s'assurer d'un financement récurrent puis de la stabilité de notre organisation au niveau financier. Et ça a permis d'avoir pignon sur rue dans un coin qui s'est beaucoup développé aussi à Rouyn, le coin Gamble-Dallaire, qui maintenant, il y a beaucoup de monde qui passe à pied, il y a beaucoup de vie et d'activité, ce qui fait qu'on est vraiment très, très voyant. Et puis, au fil des années, côté projets internationaux, bien, le Brésil a continué, a pris fin là, juste en 2012, donc de 84 à 2012. Et à travers ça, là, dans les années 2000, on avait commencé à s'ouvrir un peu plus pour parrainer des projets que les gens venaient nous présenter. Donc, il y a eu pendant 5 ans des projets au Pérou, il y en a eu au Niger. Je ne vous nommerai pas tous les pays, mais on a finalement, Corcovado s'est ouvert à parrainer des groupes qui venaient chercher l'appui logistique et parfois financier, pas toujours. Des fois, c'était plus pour s'organiser, qui venaient chercher un peu l'aide de Corcovado. Et puis, voilà, c'est ce on est rendu là aujourd'hui. Juste en 2016, c'est 5 projets qu'on avait appuyés, fait que ça en fait quand même pas mal. Là. Aujourd'hui, Corcovado, c'est un organisme qui a plus de, mon Dieu, au moins une 50aine de bénévoles, même et plus par année. À peu près une dizaine de bénévoles réguliers au niveau de la gestion de la librairie à chaque semaine. C'est un organisme qui accueille également des personnes en réinsertion à l'emploi. Également, on a des stagiaires au niveau collégial, au niveau universitaire qui font des projets avec nous. Donc, on a développé ce créneau d'implication locale avec et grâce à la librairie d'occasion qui est également reconnue comme une entreprise d'économie sociale. Donc, on fait partie du réseau du chantier d'économie sociale du Québec, puis de l'Abitibi-Témiscamingue. Et Corcovado, aujourd'hui, c'est aussi une organisation qui chapeaute ou parraine plusieurs projets différents par année. Donc, c'est une organisation qui est autant impliquée maintenant localement, poursuit sa mission. Son but ultime, c'est vraiment de l'aide internationale, c'est vraiment d'utiliser les dons du public, d'utiliser les bénéfices de la librairie. Après avoir tout payé, les frais de gestion, bien, le surplus va aussi dans nos projets. Je vous dirais, il y a des critères quand même, là, quand le CA décide d'appuyer des projets. Il y en a certains, bien, ils sont tous importants, mais je pourrais vous en énumérer quelques-uns. L'implication de la communauté est super importante. Donc, on n'arrive pas là pour faire un projet à la place des gens. On arrive, puis même on peut arriver juste 2. Là. Des fois, il y a une personne, 2 personnes ou un groupe de 8. Là. Des fois, on n'a pas besoin d'être 10 pour que ça fonctionne. Mais bref, on peut arriver sur le terrain en accompagnement, après avoir fait, bien sûr, toute l'étude des besoins avant, valider avec les partenaires sur le terrain, c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leurs priorités, où ils veulent aller avec ça, ça va les mener à quoi, et comment, après avoir réalisé le projet et nous être revenus,
comment est-ce qu'eux peuvent nous prouver qu'ils peuvent s'en servir puis le continuer après. Donc, la pérennité. Fait que l'implication de la population pendant toute la phase préparatoire est très importante, quand on va réaliser le projet également, et beaucoup par la suite. Donc, comment ils peuvent prendre en charge. Puis que, c'est ça, les besoins viennent de la communauté. Il y a eu beaucoup d'erreurs, hein? On fait des erreurs dans tous les domaines, mais dans le domaine du développement international aussi. Bon, on va arriver, on va leur faire un puits, on va leur mettre une pompe, je sais pas moi, électrique, puis là, oups, l'électricité à l'âge, ils n'ont plus personne pour le réparer. Il n'y a pas eu de transfert de connaissances, il n'y a pas eu de formation. Ça, on veut éviter vraiment ça. Quand on implante des choses, c'est vraiment selon leurs besoins, puis il faut s'assurer que s'il y a de la formation à avoir, la formation est donnée avant que le projet se termine. Ça peut être des projets en différentes phases aussi, ça peut être sur 2, 3, 4 ans. Alors, Corcovado, oui, dans le passé, avec le Brésil, il y a eu de la construction, il y a eu beaucoup dans le domaine de l'éducation puis de la santé. Ensuite de ça, ça a été beaucoup des travaux manuels, je vous dirais, dans les années 2000, parce que c'était ça un besoin, c'était ça qui venait de la population. Et depuis, en fait, la fin du Brésil et le début de notre nouveau projet porteur, qu'on l'appelle notre Nouveau Brésil, qui est notre projet à IPLC, une commune au Burkina Faso, on veut vraiment développer, oui, des infrastructures parce qu'il y a des besoins d'infrastructures, mais aller beaucoup dans le transfert de connaissances, dans la formation pour outiller les partenaires, les jeunes aussi, beaucoup les jeunes, les femmes, pour les outiller pour qu'ils puissent poursuivre leur vie finalement, puis avoir un meilleur emploi, puis une meilleure éducation et tout ça. Fait qu'on vise beaucoup ça au Burkina Faso, tout en continuant dans d'autres projets d'y aller au niveau de la rénovation-réparation quand c'est ça le besoin. Alors, c'est vraiment des projets qui visent l'implication, qui visent la pérennité, la durabilité, qui prennent en compte les besoins des gens du terrain. Et c'est important de dire aussi, ce n'est pas, on ne fait pas de l'aide d'urgence. Hein? S'il y a des catastrophes naturelles, ça va être Médecins sans frontières, ça va être la Croix-Rouge, ce ne sera pas Corcovado qui va être le premier arrivé. Nous, on fait les projets de coopération vers un développement donc plus global. Fait qu'on arrive après, quand le ménage est un peu fait, pour dire aux gens, là, où vous êtes rendus, qu'est-ce qu'on peut faire avec vous pour vous remettre sur pied puis repartir. Ça, c'est un exemple. Est-ce que tu as les données de vie? Oui. Il y a quand même une grande différence quand on parle de coopération internationale ou d'aide humanitaire. Le terme aide humanitaire, il est très, très utilisé. Dans les journaux, dans les médias, c'est ce que les gens vont utiliser en premier. Par contre, dans notre jargon, dans la façon de présenter les termes ici au Québec, au Canada, aide humanitaire signifie aide d'urgence. Alors, ce n'est pas le travail que Corcovado fait. Donc, c'est ça. L'aide humanitaire, on pense tout de suite Croix-Rouge, Médecins sans frontières, l'ONU, Caritas, Internationalis, il y en a tout plein des organisations dont c'est la profession, le métier, c'est des spécialistes en gestion de sécurité, de risques après une catastrophe. Ça peut être après des guerres, ça peut être des catastrophes naturelles, tout ça. Fait qu'on ne fait pas d'aide humanitaire, voilà, c'est dit. Corcovado est beaucoup plus dans de la coopération internationale. Et là, il y a différents termes aussi qui peuvent être quand même interreliés. On parle aussi de solidarité internationale. La solidarité, c'est transversal, en fait. La solidarité, c'est une volonté collective d'améliorer le sort du monde, de vaincre les injustices et les inégalités. Donc ça, en gros, c'est de la solidarité internationale. On aurait pu dire de la solidarité aussi, mais bon, dans le domaine international. Alors, il y a de la solidarité dans l'urgence, dans l'aide humanitaire. Il y a de la solidarité dans la coopération. Il y a de la solidarité dans le développement. La coopération, c'est vraiment du travail. Par exemple, on envoie des coopérants. Donc ça, Corcovado le fait. C'est un travail, par exemple, d'appui technique. Donc, on peut aussi envoyer des gens qui ont telle profession spécifique qui peut aider sur le terrain. Et c'est des projets qui sont bâtis vraiment entre partenaires, selon les besoins du terrain. Et ça peut être des projets de plus court terme aussi. Ils préparent pendant l'année, ils partent un 4-5 semaines, le projet est réalisé, ils refont leur préparation pendant une année et ils repartent pendant 5 semaines. Et quand on parle de développement international, ça, je vous dirais, c'est un peu le but ultime. Le développement, c'est dans toutes les sphères donc d'une société, alors des développements économiques, social, au niveau de la santé, de l'employabilité des gens, au niveau de l'environnement, c'est d'être capable d'améliorer finalement dans
tous ces secteurs-là, les conditions de vie, mais qui touchent toutes ces sphères-là. Au Burkina Faso, c'est notre souhait. On travaille dans le sens d'aller vers un développement, vers un but d'améliorer différentes sphères de la vie. Tandis que les autres projets qu'on parraine sont beaucoup plus dans la coopération, donc un besoin ciblé. Par exemple, au Guatemala, c'est l'éducation, les écoles primaires. On va les remettre sur pied, les retaper, les rénover, remettre des bourses d'études à des jeunes pour les encourager à continuer leurs études et puis distribuer du matériel scolaire. En Haïti, bon, on parle de microcrédit, autonomisation des femmes, formation des femmes en couture puis en gestion de leur petite micro-entreprise de couture. Bien, c'est un volet, eux autres, c'est l'indépendance financière qu'ils visent. Fait que c'est de cette façon-là que Corcovado travaille et non pas en urgence. Donc, c'est important qu'on différencie un peu les différents termes. Ce que j'aime de Corcovado comme organisme de coopération internationale, c'est justement le fait qu'on a su rester assez petit en termes d'organisation, en termes de structure. On n'est pas une grosse machine qui dépense énormément en termes de bureaucratie, puis de salaire, puis de frais de gestion. Parce que ça a été beaucoup reproché, en fait, depuis plusieurs années, par les donateurs, par le public qui voit des fois des grosses organisations passer sur le terrain en 4x4, puis ils se demandent, mais où vont les dons, où va l'argent que nous, on donne? On est une organisation qui reste à échelle humaine. Finalement, on est 2 salariés avec beaucoup de bénévoles. Et je pense que ça nous donne une bonne crédibilité auprès du public, auprès des donateurs, parce que on peut ils ont le contact direct, par exemple, avec les coopérants à qui ont donné leur argent. La personne voit sur le terrain, elle revient, elle ramène ses rapports, photos, et elle peut parler directement à la personne qui lui a donné son argent pour prouver, pour rendre des comptes. Fait que le fait, nous autres, qu'on arrive puis qu'on dise, bien écoutez, les dons que vous faites vont 100% dans le projet. Grâce à notre librairie d'occasion qui assume toutes nos dépenses de gestion d'organismes, de loyer, d'électricité, de chauffage, tout ça, grâce aux clients qui achètent des livres, finalement, bien, votre don va 100% dans le projet. Je pense que ça nous distingue aussi. Puis vu qu'on est quand même petit, puis on a très peu de frais d'administration, puis de gestion, puis de salaire, bien, ça fait qu'on est capable de s'en sortir avec notre librairie, par exemple, puis de faire en sorte que tous les dons se rendent sur le terrain. Puis le fait qu'on est dans une plus petite région ou plus petite ville, je pense qu'au niveau de l'implication bénévole puis de la reconnaissance que les gens ont pour l'organisme, ça va quand même bien aussi. On gagne à être connu encore, c'est sûr, toujours davantage, mais je pense que les gens qui nous connaissent, ils ont ce sentiment d'appartenance puis ils sentent qu'on est ancré dans notre milieu aussi. C'est vraiment important de mettre en action justement les valeurs qu'on porte depuis l'enfance. C'est des choses qui m'ont été enseignées puis qui font partie de ma vie en fait, puis que je ne comprends pas à quel point on peut être tellement individualiste aussi aujourd'hui. Quand on vit tous sur une même planète, on partage tous un même environnement, même si on n'a pas la même langue, le même bagage culturel. C'est une aberration, en fait, de ne pas être capable de vivre ensemble, puis qu'il y ait tellement de conflits à cause des différences. Pour moi, la différence, c'est une richesse. C'est juste naturel d'essayer de vivre le mieux possible en accord avec mes valeurs. Puis au fil des années, bon, en plus justement de l'entraide, le partage, la générosité, les valeurs familiales se sont ressoudées aussi. Il y a toutes des valeurs au niveau de l'écologie aussi qui se sont développées au fil des années. Aussi cette conscience-là du respect de l'environnement, du respect de la terre, d'arrêter de consommer pour rien aussi. On achète, on jette, c'est épouvantable. Donc
l'implication au niveau du bien-être d'autres personnes, au niveau du bien-être de la planète, pour moi, ça va ensemble. Puis que je le fasse au niveau local, que je le fasse au niveau de l'international, on est tous sur sur le même globe terrestre. De partager ces valeurs-là, puis de s'accompagner dans les différentes difficultés qu'on peut vivre, là, c'est vraiment... c'est juste naturel, en fait, je pense, là, de ne pas laisser quelqu'un en merde autant à côté de chez nous que même sur l'autre continent. C'est aussi important. Quand j'ai connu mon premier contact avec Corcovado, je trouvais ça vraiment intéressant de voir que c'était parti de rien, c'était parti d'une volonté d'être solidaire d'une autre communauté, d'être solidaire de d'autres personnes. À partir d'ici, même si on n'est pas une grande ville, on peut partir un petit groupe ensemble, s'entraider bénévolement, puis monter un projet de A à Z. Et puis, je voyais justement ces valeurs-là d'entraide, de solidarité, de partage à petite échelle, mais qui peuvent faire des grandes choses aussi au bout du compte. On n'a pas besoin d'être une grosse machine, on n'a pas besoin d'être une grosse business pour pour avoir des grands impacts aussi à l'autre bout. Et puis, on parle de solidarité envers l'international, mais ici même, le travail avec les bénévoles, juste le fait que ce soit des bénévoles aussi, ça en dit beaucoup sur l'organisation, sur le don de soi, sur le don en temps, en matériel, tout ça. Puis, j'ai senti que ça correspondait aussi à comment je voulais, moi aussi, vivre ma vie. Donc, on travaille en équipe. On est ensemble vers un but commun. On trace notre voie, puis on essaie d'atteindre nos objectifs en demeurant autant solidaires de nous ici que des gens là-bas. Alors, c'est sûr qu'en travaillant dans le domaine de la solidarité internationale ou la coopération internationale, on est confronté à plusieurs choses. Ce qui m'avait indigné il y a 15-20 ans, bien, ça m'indigne encore toujours aujourd'hui, toutes les inégalités, tout ça. Mais je pense qu'on se doit, quand on est dans ce domaine-là, de garder l'espoir que les choses s'améliorent. Puis, c'est sûr que c'est fâchant d'aller dans des pays où on se dit « mais pourquoi c'est pas le gouvernement qui ne prend pas en charge l'éducation de sa population? Pourquoi est-ce qu'il faut aller réparer les écoles? Pourquoi est-ce qu'il faut aller parrainer des jeunes filles pour leur assurer qu'elles aient accès à l'éducation comme tous les autres garçons, disons, de leur communauté? Pourquoi est-ce qu'il faudrait aller prêter de l'argent à une association de femmes pour les aider à se partir dans leur nouvelle coopérative maraîchère, par exemple? Pourquoi ils n'ont pas accès aux prêts? Pourquoi? Bon, on peut se poser toutes ces questions-là, puis on n'a pas nécessairement toutes les réponses. Il y a bien des problèmes politico, sociaux, économico, tout ça dans le monde. Fait que je pense qu'il faut se dire qu'on n'est pas là pour remplacer qui que ce soit. Ça, c'est vraiment important. On ne prend pas la place des gouvernements, on ne prend pas la place des instances qui dirigent les différents endroits où on va. On est vraiment là pour accompagner les gens qui, eux, ont des idées, qui, eux, veulent se prendre en main, ils sont indignés, eux autres mêmes, de leur situation. Donc, on est là pour leur donner un coup de main pour qu'ils puissent aller chercher le coup de pouce financier ou même de la motivation aussi. C'est pas rien de se dire qu'il y a des Canadiens qui veulent apprendre à nous connaître, puis travailler avec nous, puis cheminer avec nous pour qu'on s'en sorte. Ça crée aussi une motivation puis un sentiment que ces personnes-là sont importantes aussi, puis ne sont pas abandonnées de tout le monde. Puis, leur gouvernement, peut-être que oui, mais pas nécessairement les organismes de coopération internationale. Puis, il y a tellement des réalisations aussi. Nous, on est dans des petits projets. On n'est pas dans des projets de 5 millions de dollars. On n'est pas dans des projets non plus intergouvernementaux où des fois, on ne sait pas où l'argent se perd. On est dans des petits projets concrets. Justement, assurer l'éducation des jeunes filles. On paye leur année scolaire, leurs parents ne peuvent pas. Creuser un puits qui permet à tout le village de puiser, puis en plus, à Coop de fonctionner pour faire leurs semences. C'est des petits projets concrets, mais qui ont un impact énorme et à long terme dans la vie de ces personnes-là. Fait que, oui, c'est frustrant de voir qu'il y a du monde, il y a des instances qui devraient prendre en charge leur population qui ne le font pas,
qu'il y a des guerres qui viennent tout saccager les efforts d'une population pour essayer de se prendre en main, qu'il y a des réfugiés, qu'il y a des migrants partout dans le monde. Mais on se dit au moins, on est au Québec, on est rendu, je pense, je sais pas moi, 67 organismes qui faisons partie de l'association. On se dit au moins, on est là en support où il n'y a pas personne d'autre, hein, parce que si on n'était pas là, on se dit que ça irait encore plus mal. Fait qu'on est mieux de continuer à faire ce qu'on fait, garder espoir, parce qu'on a le contact direct avec nos partenaires, on les rencontre, on les touche, on les voit, on leur parle, et ils nous disent que oui, ça leur a apporté. Là, il faut faire attention, il ne faut pas être trop... on ne sauve pas personne, on n'est pas des sauveurs, mais les gens reconnaissent que le fait qu'on travaille en équipe ensemble, bien, eux autres, ça les aide à faire un petit bout de chemin, puis après ça, à être sur leur lancée.